Alors, dans InDesign, créer une carte de visite toute simple. Donc, nouveau document. Alors, il faut se renseigner sur la dimension de la carte de visite, évidemment. Puis, aller taper les dimensions ici. Donc, je vais taper ici 80 sur 60, mais c'est juste au hasard. Les dimensions de carte de visite, il y a les cartes standards, cartes de banque, et puis après, il y a les autres. Peu importe. Alors, au niveau des marges, je vais les mettre à 0. Page, marge et colonne, 0. OK. Donc les marges sont allées se coller contre le bord de la page. Et puis je vais aller mettre un bloc texte, donc je trace un bloc texte sur toute la page. Puis vous tapez le nom de la personne, par exemple. Voilà. Retour chariot. Alors je vais afficher les caractères masqués. Menu texte, afficher les caractères masqués. Je vais taper ici vendeur agréé. Retour chariot. Je vais taper l'adresse. Voilà. Bon, j'enregistre et puis on va formater ça. Donc on a différents paragraphes et pour l'instant tout colle sur le bord de la page, mais je vais modifier ça à part le CTRL B, donc menu objet, option de bloc de texte, je coche la case aperçue, je vais garder la chaîne dans un premier temps, je vais éloigner donc du bord, comme ça. Donc ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est comment faire rapidement une carte de visite en ne faisant pas l'erreur de créer plein de blocs et les agencer les uns par rapport aux autres. C'est typiquement le genre de test qu'on fait passer quand on veut vérifier quelqu'un connaît InDesign. S'il démarre vers plein de petits blocs qu'il va positionner les uns par rapport aux autres, c'est pas très bien vu en fait. Il vaut mieux utiliser les fonctions de InDesign. Voilà. Ok, on va retourner dans option de bloc de texte et demander un alignement justifié. Ok, donc vous avez toutes les lignes qui s'étendent, voilà, sur toute la hauteur des marges intérieures. On va centrer le paragraphe qui indique la profession, donc par menu texte paragraphe, ici, voilà. On va faire une tabulation de retrait à droite avant le nom de la localité ici. Donc c'est majuscule tabulation. Donc sur la même ligne, on a un alignement à
gauche et un alignement à droite. Donc on gère l'espace après. En cliquant sur le paragraphe et en indiquant ce qu'on veut comme espace après. J'utilise la touche majuscule évidemment quand je joue avec les petits curseurs ici. Voilà, donc c'est la logique en fait. Maintenant la manière de le faire, il y a plein de manières de le faire, mais c'est la logique, c'est qu'il faut se rendre compte que pour faire la carte de visite, vous ne devez pas commencer à faire des petits blocs et les positionner les uns par rapport aux autres. Bien sûr, si on veut faire quelque chose de bien, il faut se concentrer un peu plus et commencer à jouer avec la typographie. Et puis mettre une image éventuellement, avec tout ce que ça suppose quand on met une image, que la carte doit être imprimée en couleur, pas un seul passage en presse, mais plusieurs, si c'est une image en couleur. Et que ça ne fait pas toujours très, très sérieux aussi. Ça dépend, il faut voir. Il faut que, quand vous mettez une image, il faut que vraiment il y ait une raison de la mettre. Alors tant qu'à faire, dans texte caractère, si vous passez en métrique, ce sera pas plus mal. Si vous passez en optique au lieu de métrique, ce sera pas plus mal. Voilà. Alors ici j'ai un document PDF. Et c'est comme une page web à l'ancienne. Vous avez un menu au-dessus qui vous mène sur la même page web à différents endroits. Donc quand vous cliquez sur partie 2, on arrive sur la partie 2 du texte et on peut remonter au-dessus avec le bouton top. Partie 3, on arrive sur la partie 3, bouton top, partie 1, bouton top. Donc voilà, tant qu'il n'est pas plein écran, ça fonctionne. Alors, je vais vous refiler le document sans le système de navigation et on va le faire ensemble, comme ça, ça ira plus vite. Le système de navigation, il est là, dans la palette hyperlien, déjà chez moi. Donc, il y a chacun de ces paragraphes est en fait un hyperlien, comme vous voyez. Je les ai transformés en hyperliens. Quand on clique sur eux, ça amène vers la partie en question. On a également 3 autres hyperliens identiques, c'est l'hyperlien top. OK. Et alors on a des cibles qui sont montrées dans le document avec les 2 points, là, vous voyez les 2 points bleus là, qui sont en face de mon titre. Ça veut dire que c'est une cible, une encre de texte. Donc là, je vais fermer cette version-là qui est déjà fonctionnelle et je vais ouvrir une version que je viens de vous faire juste avant, dans laquelle le système de navigation n'est pas fait et je vais vous le mettre à disposition sur le web. Bon, c'est un peu différent parce que le top ici est au-dessus du titre qui indique la partie. Voilà, donc là dans la palette hyperlien, il n'y a rien du tout, c'est un document où tout est prêt pour faire la navigation à l'intérieur d'une page. C'est celui-là que je dois vous refiler, c'est le 2. Et donc ce qu'on voit ici, ce sont les encres de texte. Donc l'adresse pour télécharger le document, vous l'avez déjà téléchargé. Donc encore une fois l'adresse pour télécharger le document de départ. Et vous l'avez ouvert dans InDesign, pas de problème, ça s'est ouvert dans InDesign 2015. Bien, donc je redémarre également de ce document-là. Bon, remarquez que la page ici est très longue.
forcément, puisque ça permet de mettre beaucoup de texte sur une page, et malgré tout que ce soit facile de passer d'une partie à l'autre. C'est un principe connu en web, et on le réutilise en PDF interactif, donc si on veut. Typiquement, Wikipédia fonctionne comme ça. Vous voyez qu'en haut de page, vous avez tout un menu qui permet de naviguer vers les différentes parties de la page. Et puis, sur les différentes parties de la page, il y a un bouton pour remonter tout au-dessus. Voilà. Donc, il va falloir indiquer les cibles des hyperliens. Ben, vous allez sélectionner ici le premier paragraphe. Et on va utiliser la palette hyperlien. Donc, menu fenêtre, objet interactif, hyperlien. Donc, dans la palette hyperlien, en ayant le texte sélectionné, vous demandez nouvelle cible d'hyperlien. Et on vous demande de quel type de cible il s'agit. Est-ce que vous voulez naviguer vers une page? Est-ce que c'est la page qui est la cible? Ça veut dire qu'on mettrait l'hyperlien sur lequel on clique sur une autre page, évidemment, pour arriver sur celle-ci. Est-ce que c'est vers le web? Mais non, ici c'est une encre de texte, donc on reste dans InDesign. Le nom de ce qui est sélectionné apparaît automatiquement ici, donc ce sera facile de savoir qu'il s'agit de la cible partie 1. OK. Et vous avez les deux points qui sont apparus là devant, pour indiquer que c'est une cible d'hyperlien. On va voyager sur la partie 2 sélectionnée également, demander également nouvelle cible d'hyperlien, encre de texte, OK. Partie 3 aussi. Nouvelle cible d'hyperlien, encre de texte, OK. Et voilà, on a les 3 cibles d'hyperlien. Mais il en manque une quatrième. Pour pouvoir remonter sur le dessus de la page, il faut qu'il y ait une cible sur le dessus de la page. Ben, notamment le titre, là, je peux le sélectionner, ça peut devenir la cible. Nouvelle cible d'hyperlien. Et là, je peux indiquer que c'est en fait le dessus de la page, top, ou dessus de page. Vous mettez ce que vous voulez. Pas des noms trop longs, sinon ça foire souvent quand on fait de l'interactivité dans InDesign. Plus de 32 caractères, ça foire. Bon, ben là aussi, j'ai les deux points qui sont apparus là devant le texte. Voilà. Pour annuler la cible d'hyperlien, il faudra y aller par le menu ici. Ouais, vous avez supprimé les cibles inutilisées. Supprimer quand on va dans les options. Enfin, il y a des moyens de supprimer les cibles qui ne sont pas utilisées ou celles précisément qu'on veut supprimer. Vous avez vu, on sélectionne et dans les options de cible, vous avez l'option supprimer. Mais c'est assez inhabituel quand on doit supprimer en général. On peut même laisser des cibles non utilisées dans le document. S'il n'y a pas d'hyperlien qui pointe vers elles, elles ne vont pas manger du pain. Bon, ici je vais régler les hyperliens, c'est-à-dire les choses sur lesquelles je clique pour aller jusqu'aux cibles. Donc je vais sélectionner ici le mot partie 1. Et dans le menu de la palette hyperlien, ou alors vous pouvez aussi utiliser le bloc, mais bon, je vais y aller par le menu, je demande un nouvel hyperlien. Lien vers quoi ? Ah ben oui, on peut même faire un lien vers du courrier électronique, ce qui correspond en web à la fonction Mail to, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'on peut, dans un PDF, mettre un lien et quand on clique dessus, ça ouvre la messagerie et vous avez déjà éventuellement le destinataire indiqué, voire même le sujet du mail indiqué aussi. Voilà.
courrier électronique. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est encre de texte. Quelle encre? Ben, c'est la partie 1 qui va nous amener vers l'encre, vers la cible partie 1. Ok, je fais la même chose pour partie 2. Je sélectionne nouvel hyperlien vers la partie 2. Troisième paragraphe ici, nouvel hyperlien, toujours de type encre de texte, vers la partie 3. OK. Pour pouvoir remonter en haut de page, je vais sélectionner le mot ici top et dire que c'est un hyperlien, donc nouvel hyperlien, qui vise quoi? Ben, le dessus de page, c'est déjà bien réglé comme ça. OK. Même chose pour les autres. Si vous faites du copier-coller, ça marchera aussi. C'est-à-dire si vous avez écrit un top, vous l'avez transformé en hyperlien et vous le copiez-collez, son côté interactif, le fait que ce soit un hyperlien, sera transporté aussi quand vous faites du copier-coller. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Parce que là, ils sont déjà là tous les trois faits. Hein. Voilà. Bon, ben, qu'est-ce qui vous semble? Ça a l'air d'être bon, ça. Hein. On va exporter en PDF. Alors, PDF quoi? Interactif ou pour impression? Ben, il se trouve que le même document peut servir pour l'impression et de PDF interactif aussi. Mais l'interactivité est assez limitée dans les PDF pour l'impression. Mais on peut en mettre. Donc je vais exporter en PDF pour l'impression ici. Et bon, tout doit être réglé correctement ici normalement, mais on va passer outre. En tout cas, dans la partie générale, on va passer outre parce qu'on n'a pas le temps de régler à chaque fois. Ici, il faut absolument cocher hyperlien pour que les hyperliens soient inclus au document PDF pour l'impression. Exporter. Est-ce que ça fonctionne? Ben oui, ça a l'air de marcher. J'ai juste un problème, c'est que la cible d'hyperlien apparaît chaque fois au-dessus de la page et le top qui sert à remonter n'est pas visible. Je vous remontre. Partie 2, voilà. Où est le bouton top pour remonter? Ben, il est au-dessus, il faut que je scrolle un peu pour le voir. Comprenez pourquoi j'avais mis en dessous finalement, dans le document que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, ça termine cette partie-là. Sur les encres, enfin non, ça ne termine pas vraiment parce que vous allez voir qu'elles nous servent aussi à voyager d'une page à l'autre quand on est dans un document PDF. Il n'y a pas l'option atteindre la page un tel qui est prévue dans la navigation dans un PDF interactif, dans les boutons. On l'a pour les sites SWF, mais pas pour les PDF interactifs, et donc il faut ruser et utiliser les encres de texte pour arriver à passer d'une page à l'autre. Vous voyez, si j'avais un menu, une table des matières, et que je puisse, en cliquant sur un bouton, aller directement à telle ou telle page. Ça, c'est pas prévu dans le PDF interactif normalement. Page suivante, page précédente, c'est prévu, mais pas aller à une certaine page qui porte tel numéro. Alors, vous avez posé la question tout à l'heure, comment faire pour transformer un document InDesign en un document Word? Parce qu'on est souvent amené à rendre des documents Word quand il s'agit de voies officielles, hein, des dossiers à rendre. C'est le format qu'ils souhaitent récupérer. C'est même pas du PDF qu'ils veulent, c'est du Word. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Sans doute parce que dans du Word, on sait faire plus facilement du recherché de texte. Donc vous ouvrez la dernière version du document sur les objets ancrés. On avait donc fait une table des matières qui n'est d'ailleurs pas terminée.
Enfin, elle a déjà un bon look, mais on avait dit qu'on allait travailler un peu plus sur la table des matières. Mais bon, il y a une table des matières normalement. C'est un peu le boxon dans le document, mais c'est parce que c'est un document martyr, on a fait plein de tests dedans, évidemment. Et alors là, on va voir deux choses. On va voir que la table des matières qu'on a créée, elle est dynamique. Ça, on l'avait déjà vu. On avait vu que quand on modifie un titre et qu'on demande de mettre à jour la table des matières, ben, ça se modifie. Il y a un lien entre la table des matières et les titres, évidemment. Mais qu'on peut aussi faire en sorte que dans le PDF interactif, cette table des matières soit interactive. Quand on clique sur elle, elle nous amène sur les pages. Il faudra qu'on prévoie sur chaque page un bouton pour retourner à la table des matières. Ce serait intéressant. Mais ça, ce sera après. Ça, c'est la première chose qu'on va voir, que la table des matières dans le PDF, elle est interactive. Qu'on peut créer également une table des matières PDF, ce qu'on appelle des signés, si on veut, en plus de la table des matières qui est sur la page ou à la place. Les deux peuvent exister, ou seulement l'un ou seulement l'autre. Et puis on verra comment transformer ça en un document Word, parce que ce n'est pas si évident que ça, c'est très facile à faire, mais il faut savoir que au départ de InDesign, vous n'avez pas la possibilité d'exporter au format Word. Vous avez le format RTF, qui est un format texte enrichi, reconnu par Word, mais la mise en page va être complètement perdue. Ça va juste vous exporter des paragraphes avec des titres plus gros que les paragraphes, mais c'est extrêmement simple comme mise en page. Pour arriver à exporter en RTF, il faut avoir cliqué avec l'outil texte dans l'article qu'on veut exporter, parce qu'en plus c'est article par article. Si vous avez plusieurs articles dans votre document, vous devrez les exporter l'un après l'autre. Mais donc ce n'est pas la solution, il n'y a pas d'export Word dans InDesign. Ok, on va exporter donc en PDF d'abord ici, fichier exporté. Donc fichier exporté, PDF pour l'impression. Ok, dans la boîte qui s'ouvre, je vais demander que InDesign génère les signés PDF. Les hyperliens, oui, donc c'est d'office coché. Ok. Eh bien, je crois que c'est tout, hein, à part le fait qu'il faudrait régler les repères et fonds perdus, la sortie correctement, si c'est pour une impression. En fait, vous pouvez au départ du même document InDesign faire deux versions. Une version pour l'imprimeur, sans les boutons de navigation si vous en avez mis. S'ils sont sur un calque, c'est très facile, il suffit d'enlever l'œil en face du calque au moment où vous faites la version pour l'imprimeur. Et puis une autre version pour une lecture sur écran, éventuellement. Sans les repères et fonds perdus, sans la conversion en CMJN à ce moment-là. Vous voyez, au départ du même document. Alors, ok, on exporte. Et il devrait l'ouvrir tout seul en principe. Le voilà. Donc, est-ce que les signés sont là? Il faut cliquer à cet endroit-ci. Ils sont là. Il n'y avait pas de... Oui, la table des matières n'est pas dedans en fait. Hein. Il n'y a que les titres en fait qui sont actuellement là, mais le titre de la table des matières n'est pas dedans. On n'a pas prévu de l'intégrer. Donc ça c'est les signés, ça fonctionne. Vous avez également normalement les vignettes de page en cliquant là. Voilà, vignettes de page qui peuvent être agrandies. Bien. Et alors vous avez la table des matières sur laquelle je vais voyager là directement en double-cliquant sur la page. Voilà. Et cette table des matières est interactive. Quand vous survolez, vous voyez que on peut cliquer
Et là où je clique, ben voilà, ça m'amène à cet endroit-là. C'est parfait, sauf qu'il n'y a pas de bouton pour revenir à la table des matières, mais on va en faire un. Donc, bah oui, ta question est intéressante. Est-ce qu'il y aurait un lien dynamique entre le PDF et le document InDesign pour qu'on puisse corriger dans le document InDesign et que ça se corrige dans le PDF que les gens ont chez eux, éventuellement? Mais ça, c'est pas encore prévu. Ça peut se faire pour un site web, évidemment, parce que dans le cas d'un site web, les gens n'ont pas vraiment le site web chez eux. Il est en ligne. Mais dans le cas d'un document InDesign, non. Sauf si vous le mettez en ligne et que les gens le visualisent dans leur navigateur. Là, évidemment, si vous changez sur le serveur le PDF, si vous le remplacez par un autre. Mais alors, il y a le système Publish Online que j'avais montré, qui est intéressant, qui vous permet de publier sur le serveur de Adobe, de donner le lien à la personne. Et il est prévu dans Publish Online de faire une mise à jour des documents. C'est-à-dire que le lien ne va pas changer. Voilà. Le lien ne va pas changer, mais vous allez pouvoir le modifier en ligne. Donc ça, c'est intéressant. C'est vrai que quand vous diffusez un PDF physiquement, il y a intérêt à ce qu'il soit bon et qu'il n'y ait pas d'erreur dedans. Parce que pour rattraper le coup après, c'est pas aussi facile qu'avec un document en ligne. C'est l'avantage de mettre un maximum de choses en ligne. C'est que vous avez un contrôle sur le contenu. Alors l'autre jour, on avait vu qu'on peut quand même mettre un QuickTime dans le document PDF, un bloc qui montre du texte et que ça va le rechercher en ligne. Là, ça pourrait vous servir à donner un message aux personnes qui ouvrent le PDF qu'elles ont chez eux en disant « Ce PDF n'est plus à jour, allez à cette adresse-là pour avoir la dernière version ». Donc ça... Oui, c'est une vidéo en ligne, mais en fait une vidéo qui n'en est pas une, c'était juste un bloc texte fixe qui avait été enregistré en MP4. Mais ça, c'est une bonne astuce de pouvoir communiquer avec les gens quand ils réouvrent un vieux PDF à vous, ils découvrent un message récent. Alors, je vais mettre donc sur les pages à côté de la numérotation, par exemple, je vais mettre un bouton qui va s'appeler « Retour à la table des matières ». Bon, ben, je vais le faire sur le gabarit. Donc, je vais dans la palette page. Quel est le gabarit qui contient la numérotation? Ben, c'est le gabarit C, qui est le parent des gabarits A, B et D. Ça vous rappelle quelque chose? Non, seulement de A et B, pas le D. Ça vous rappelle quelque chose, ça, hein? Les gabarits en cascade. Donc vous double-cliquez sur le gabarit C dans la palette page. On va afficher les calques pour voir sur quel calque on travaille. Bon, ben on va travailler sur le calque numérotation. Voilà, c'est le seul qui n'est pas verrouillé et il est en surbrillance pour indiquer que je vais travailler sur lui, que le prochain objet que je vais créer va aller là. Voilà, vous pouvez prendre un bloc texte. N'importe quoi peut servir d'hyperlien. En fait, ça pourrait être une image aussi. Ok, bon, je vais faire un truc qui a ce look-là, c'est pas génial, mais
C'est toujours mieux que rien. Et donc, normalement, sur chaque page, je le retrouve. Oui. Alors, ce bloc, je le sélectionne. Et je vais aller dans la palette hyperlien pour indiquer ce qu'il doit faire quand on clique sur lui. Non, je ne vais pas dans la palette hyperlien, dans la palette des boutons, la palette des objets interactifs. Donc menu fenêtre, objets interactifs, boutons et formulaire. Je dis que c'est un bouton. Quand on clique sur lui, qu'est-ce qu'il doit faire ? Accéder à la cible, oui, on peut essayer ça. Accéder à la cible, parce que bon, on a la première page du document, la dernière, la page suivante, la précédente, mais aller à une page Intel, ça n'existe pas, sauf quand on fait un site web, SWF ou un livre électronique, format EPUB. On a atteindre la page. Mais ici, atteindre la page, je ne le vois pas. Donc je vais accéder à la cible. Quelle cible ? Eh bien, elle n'est pas là, ma table des matières. Hein. Bon, ben, va falloir créer une cible d'hyperlien. Peut-être qu'elle va apparaître là, à ce moment-là. Ok, ne faites rien, je vais tester ici. Parce qu'il faut se souvenir chaque fois comment ça fonctionne. Dans la palette hyperlien, nouvelle cible d'hyperlien de type page. Et bien, table des matières est sur quelle page ? Elle est sur la page 5. Donc ça va être la page 5. TDM. Hein, c'est le nom que je donne à la cible d'hyperlien. Et j'ai indiqué que c'est la page 5. OK. Et alors ici... la cible ici, je pense qu'on va devoir le faire à l'arrache. Ah non, ça va. Il a fallu que je supprime la fonction et puis en la remettant, accéder à la cible, c'est bon, on a la page 5. Et bon voilà, essayez de faire ça. Vous allez dans la palette hyperlien, vous demandez nouvelle cible d'hyperlien de type page. Vous indiquez le bon numéro de page qui contient votre table des matières, puisque c'est ça qu'on vise. Vous le donnez le nom que vous voulez. Ensuite, dans bouton et formulaire, pour ce bouton qui fait un retour à la table des matières, il va falloir éventuellement supprimer la fonction que vous aviez mise et la remettre, accéder à la cible, et dans la liste des cibles possibles, vous avez la cible que vous venez de créer. Et en principe, quand on clique sur le bouton, quand on est sur n'importe quelle page, ça va nous ramener à la page 5. Donc voilà, avec le bouton configuré dans le gabarit C, il devrait normalement apparaître sur toutes les pages. Et je vais faire une exportation, d'abord enregistrer. Exportation, PDF impression. Donc il faut cocher signé et hyperlien tant qu'on y est. Attention que s'il n'apparaît pas, c'est peut-être que tu avais encore l'ancien PDF ouvert dans Acrobat. Ah oui, hein, il faut parfois quitter Acrobat et réouvrir le dernier PDF exporté. C'est le piège, ça. Hein. Si tu exportes sous le même nom, mais que le document est déjà ouvert dans Acrobat, il ne te montre pas la dernière version. Ok, table des matières, voilà. Ah oui, évidemment, il y a juste un problème, c'est qu'on n'a pas réglé les pages pour qu'elles s'affichent côte à côté. Tiens, chez moi, ça n'apparaît pas non plus. C'est bien ça.
Bon, ça doit être l'option inclure les objets interactifs peut-être. On va voir. Vous ne voyez pas l'écrit qu'on vient de faire en fait. Le bouton n'est pas visible. Ah non, c'est ce que Eh bien, on va réessayer ça. Alors, éléments interactifs. Bon, va falloir exporter peut-être en PDF interactif alors. Parce que anciennement, historiquement, l'exportation PDF interactif ou pour impression, c'était la même boîte. Et puis à un certain moment, ils ont scindé. Et en effet, là... ah ben non, il y est maintenant. Il y est, il faut cocher... Oui, mais il y est, mais il n'est pas interactif. C'était inclure l'aspect. Eh ben, on va exporter en PDF interactif, tout simplement. Fichier exporté, Adobe PDF interactif. Voilà. Et donc là, tout devrait fonctionner. Donc ici, voilà. Ok, ça marche. Il a d'office fait des planches avec les doubles pages. Donc voilà, ici il m'a fait des planches parce que dans l'exportation interactif, l'option planche était cochée. Et chez toi, c'est des pages séparées. Donc si tu veux réunir les pages de gauche et de droite en une seule vue PDF, il faut cocher l'option planche à l'exportation de PDF interactif. Une planche, c'est plusieurs pages. Ok, alors, je vais exporter en PDF impression. Ah oui, ici, je vais faire quelque chose, c'est que je vais créer un calque qui va s'appeler retour TDM. Donc il va contenir uniquement le bouton qui est sur le gabarit C. Ça, c'est pas une mauvaise chose à faire. Le bouton qui est sur le gabarit C qui est là, voilà. Je vais le transférer sur le calque retour TDM. Dans InDesign, on transfère le pli carré. Voilà. OK. Donc, ce qui va me permettre, pour faire la version imprimée, d'enlever l'œil en face de cette chose-là, qui n'a pas de lieu d'être dans la version imprimée. On est d'accord. Le retour TDM. Voilà. Donc, simplement enlever l'œil. Et j'enregistre mon document InDesign. Puis j'exporte en PDF pour l'impression. Et un PDF qui ne devra pas être interactif. Donc, PDF impression. Je coche pas signé, hyperlien. Voilà, donc j'obtiens un PDF. Il y a des pages blanches au début, mais c'est pas grave, c'était des tests qu'on avait fait. Ok, et on vous demande une version Word de ce document. Ok. On vous demande une version Word. La solution, c'est d'utiliser Acrobat pour convertir ce PDF en Word. C'est très facile. Autant convertir un InDesign en Word, c'est pas possible, mais convertir un PDF en Word, c'est tout à fait facile. Il suffit d'aller dans Fichier, enregistrer sous, dans Acrobat Pro évidemment, pas Acrobat Reader. Vous décidez où vous l'enregistrez bien sûr, et vous allez avoir toute une série de formats d'enregistrement ici. Donc, je vais relativement vite les passer en revue. Document Word, Word ancien, PostScript encapsulé, mais ça c'est l'ancienne manière de faire chez les imprimeurs. Avant les PDF, c'était du PostScript, du RTF, du HTML, etc. Même des images JPEG, TIFF.
Ok, donc ben, je choisis document Word. Oui, il y a différentes options. Ça va donc être un document docx, j'enregistre. Alors il n'est pas certain que tout va être conservé nickel tel quel, mais parce qu'on trouve des choses assez spéciales, parfois ça ne passe pas bien. Notamment les effets spéciaux, justement. Les effets spéciaux d'ombre et de biseau dans InDesign vont mal passer dans Word. Voilà. Et donc, je suis dans Word avec mon document. Nickel. En principe. Je m'avance un peu. Ah, petit problème à la table des matières. Il faudra la rendre non interactive, sans doute. Elle est mal passée. Ah non, c'est les points de conduite qu'il faudrait supprimer dans le document InDesign. Ils ont été transformés en un truc bizarre, les points de conduite. Bon, ben voilà, c'est le genre de choses qu'il faudra modifier et réexporter. Mais sinon, le reste, ça a l'air d'aller, hein, compte tenu de ce qu'on avait fait comme boulot. Vous voyez, il y a des choses qui ont bougé quand même. Hein. Ici, la lettrine, si on fait des choses trop spéciales, ça passe pas. Par contre, les habillages de texte passent. Hein. Oui, les transparences, là, ne sont pas passées. Donc, limitez-vous. Le truc le plus spécial que vous pourriez faire si vous voulez exporter en Word, c'est un habillage de texte. Oubliez les effets spéciaux, oubliez les effets de transparence, oubliez tout le reste qui est un peu bizarre. Mais voilà, si vous ne maîtrisez pas Word, vous pouvez malgré tout rendre des documents Word à partir du moment où vous maîtrisez InDesign. On a ça ici. Alors Acrobat Pro, ça vient avec la suite. Ça fait partie de la suite. Bon, pendant tout un temps, c'était en dehors de la suite, il fallait l'acheter, mais maintenant, ils l'ont intégré à la suite. Ça fait partie de la suite logicielle de Adobe. Tous les logiciels qui sont là, voilà. Photoshop, Lightroom, etc. On les avait passés en revue au tout début. Hein. Et on a le Acrobat qui doit être quelque part. Enfin, il vient avec en tout cas. Donc, voilà, il est là. Ah oui, DC, c'est... Oui, DC pour Document Cloud. C'est l'évolution de Acrobat avec les documents accessibles par le cloud. Voilà. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent l'acheter, le louer, uniquement ça. Mais il vient avec la suite de toute façon. Voilà, bon. Le dégradé là sur le fond de mon numéro est quand même passé. C'est un truc basique, ça. Hein. C'est pas un effet spécial. Il est possible de faire en sorte que la table des matières soit également cliquable et interactive dans le document Word, si elle l'est dans le document PDF. Mais là, à l'exportation de mon document PDF, je n'avais pas coché l'option signé et hyperlien, donc elle n'est pas interactive dans le PDF, elle ne l'est donc forcément pas dans le document Word. Mais si c'est juste pour imprimer, c'est suffisant. Vous voyez, des choses spéciales passent. On est dans Word, hein. Arriver à faire un chien qui danse dans Word, quand même. Alors, je vous montre quelque chose ici dans Acrobat. J'ai créé juste là rapidement un exemple de carte interactive. C'est un exemple parmi plein d'autres d'interactivité. Je l'ouvre pour que vous voyez à quoi ça consiste. Donc c'est une carte que j'ai récupérée du web. Un jardin. Enfin, un jardin, un parc. Et alors, je survole. Et à certains moments, tiens, il y a des petits points qui apparaissent. Ça, c'est des boutons dont l'état normal est invisible. Ce sont des objets sans couleur de fond et de contour en état normal. Et par contre, l'état hover, l'état survol du bouton, ben, il y a quelque chose. C'est juste un choix, mais j'aurais pu faire des boutons qui apparaissent dès le départ aussi. Hein. Je trouve ça marrant de survoler et de découvrir des choses. Je clique.
il y a une information qui apparaît. Elle pourrait occuper toute la page aussi. Elle pourrait même apparaître comme ça, et quand je clique sur elle, un autre bouton apparaît qui occupe toute la page. Vous pouvez imaginer plein de choses. Quand je clique n'importe où, ça s'en va. Donc ça, c'est le désert. Ça, c'est le jardin. Ok. Donc maintenant, je vais vous donner le lien pour télécharger le document InDesign et le PDF. Comme ça, vous allez voir comment c'est construit. Vous allez avoir ça, en fait, un document InDesign, un PDF interactif et des images ressources, mais il n'y en a qu'une seule sur les 4 qui est utilisée dans chaque dossier. Mince. Voilà, si vous tapez ça dans un navigateur, vous allez pouvoir télécharger mes documents qui sont pour InDesign 2015, donc vous devriez arriver à les ouvrir. Alors, vous avez téléchargé le document qui est à cette adresse-là, et c'est vrai que vous avez une invitation de mise à jour des liens quand vous ouvrez. À mon avis, si les images étaient à côté du document InDesign, vraiment juste à côté, plutôt que d'être dans un dossier qui s'appelle image désert et un autre image jardin, ce serait automatique, il trouverait automatiquement les images, je pense. Mais bon, c'est pas très grave pour les images qui ne fonctionnent pas. En tout cas, double-cliquez sur le PDF, faites-le passer plein écran et testez pour voir si ça fonctionne chez vous. Donc, vous avez j'en ai mis que 2 en fait, des emplacements. Voilà. Et quand on clique n'importe où à côté, ça s'en va. Oui, en effet, une fois que l'image est apparue, l'autre n'apparaît pas, mais vous n'êtes même pas censé savoir qu'il y en a un autre en fait. La transition était un petit peu Et bizarre. on clique, et ça s'en va, et ils deviennent à nouveau tous accessibles. C'est pas grave. Voilà. Maintenant, j'aurais pu les laisser s'afficher côte à côte au fur et à mesure aussi. Vraiment, vous construisez avec des choses assez simples comme interaction, il y a possibilité de construire plein de présentations interactives différentes. Bon, ben, je vais fermer ça et on va regarder dans InDesign comment ça a été fait. Donc, le document dans InDesign. Palette des calques. Bon, ben déjà là, vous voyez que vous avez des boutons. Tiens, celui-là n'apparaît pas avec l'icône de bouton. Si, quand on zoome, il apparaît. Donc, 2 boutons. Fenêtre, objet interactif, bouton et formulaire. Je vais voir à quoi ça ressemble. Donc, en état normal, ben, il n'y a rien, si ce n'est une forme qui n'a aucune couleur de fond et de contour, un cercle. En état survol, c'est le même cercle avec un contour et un fond. Ben oui, ça doit être les mêmes objets. Enfin, pas nécessairement en fait, mais ici c'est le même objet dans l'état normal et dans l'état survol. Voilà pourquoi les boutons sont invisibles tant qu'on ne les survole pas. C'est automatique donc. Hein. Rien à voir avec l'événement survol. Il n'y a pas d'événement survol ici. Je n'ai pas demandé que quand je survole, il se passe quelque chose. C'est automatique quand on a sur un bouton un état survol. Quand on le survole avec la souris, il change d'aspect. Ça ne marcherait pas sur tablette, ceci. Sur tablette, il faudrait absolument que le bouton soit visible au départ, parce qu'il n'y a pas de survol sur les tablettes. Le doigt qui survole la tablette, ça ne fait pas apparaître le bouton. Le pointeur de la souris, sur un ordi, si, ça fait apparaître le survol. Donc ça, il faut évidemment y penser. Alors, les boutons, qu'est-ce qu'ils font ben, celui de gauche fait apparaître un autre bouton qui s'appelle texte et image jardin. Sans grande surprise, c'est ce brawl qui est là, qui est en fait un groupe composé d'un bloc texte, d'une image et d'un cadre rouge. Et l'autre bouton fait apparaître l'autre bloc texte
Texte et image désert. Celui-là. Alors, je vais utiliser la palette des calques pour aller regarder un peu. Ok, visiblement, les blocs ici sont sur le calque dont les vecteurs s'affichent en vert. Ça se voit, hein, c'est vert, les vecteurs. Donc, c'est ce calque-là. Et là-dedans, vous avez donc deux boutons, texte et image jardin, texte et image désert. D'accord ? Affichez-en seulement un des deux, l'autre, vous ne l'affichez pas. Alors, ce bouton est composé de quoi? Je vais ouvrir pour regarder. Texte et image jardin, normal. Donc, dans l'état normal, il n'y a pas d'état survol pour celui-là. Dans l'état normal, il y a un... Je vais essayer d'arranger ma page pour qu'on le voit mieux. Voilà. Bon, il y a l'image, le point JPEG qui est là. Le texte au-dessus qui est là. Le rectangle rouge qui est là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ceci. Il y a un grand rectangle qui est sur toute la page. Ce qui veut dire que quand je clique n'importe où sur la page, j'actionne ce bouton-là en fait. Même si visuellement on a l'impression qu'il est situé sur une portion de la page seulement. En réalité, il y a un grand rectangle sans couleur de fond et de contour qui est sur toute la page. Même chose pour l'autre en fait. Donc c'est grâce à ça qu'en cliquant n'importe où sur la page, ça enlève de l'affichage le bouton, puisque en fait, quand je sélectionne le bouton là, et que je vais voir dans la palette boutons, je vois que quand on clique sur lui, il se masque lui-même. D'accord? Alors, je refais la même chose pour l'autre bouton, mais c'est la même chose en fait. Donc j'enlève l'œil en face de texte et image jardin, j'affiche texte et image désert, j'ouvre l'état normal. Donc il s'agit d'un groupe composé de 4 choses. Ce bouton, c'est un groupe composé de 4 choses. L'image, le texte, le rectangle rouge et le grand rectangle qui n'a aucune couleur de fond et de contour et qui est sur tout. Et ce bouton, quand on clique sur lui, il se masque lui-même, tout simplement. Voilà, donc ce serait assez facile de faire une dizaine, une vingtaine de points d'intérêt sur une carte et de faire en sorte que ça apparaisse comme ça. Mais ce n'est qu'une des nombreuses manières de faire les choses. Si vous voulez chipoter un peu et regarder, mais je pense qu'on ne va pas refaire ça parce que ça prendrait 30 minutes et on arrive tout doucement à la fin, il faut un peu speeder, je crois. Si vous avez le moindre problème pour arriver à faire ça, vous me le dites, vous me skypez. Je vais juste vous montrer ici le plus difficile de l'exercice, c'est de faire un bouton comme ça. Je le fais là sur le côté. Pour vous montrer un bouton dont voilà, je vais mettre une couleur de contour avec une épaisseur. Je vais mettre une couleur de fond. Voilà. C'est pas encore un bouton, c'est juste un cercle pour l'instant, mais je vais aller dans Fenêtre, Objet interactif, Boutons et formulaire, qui était là au-dessus. Dire que c'est un bouton. En cliquant sur le mot survol, je crée un état survol. En cliquant sur normal ou sur survol, je suis en train d'afficher normal et survol, qui pour l'instant sont identiques. Mais quand je suis sur normal, je vais dire tiens, le bouton n'a aucune couleur de fond et de contour.
Par contre, quand on sera en survol, quand on le survolera sur le document, il va apparaître. Donc c'est ça l'astuce. Donc là, il faut le renommer et mettre une action pour qu'il fasse quelque chose, faire apparaître un texte ou quoi que ce soit. Alors, on va parler des triptyques rapidement. Vous pouvez télécharger mon document à cette adresse-ci. Et donc, une fois que vous avez téléchargé et dézippé, vous tombez sur ceci, où pendant 42 minutes, j'explique la construction d'un triptyque dans InDesign. Qu'est-ce qui est si compliqué que ça? C'est que le volet intérieur du triptyque doit être plus étroit que les deux autres volets. Parce que si vous faites les 3 volets du triptyque de largeur égale, quand vous allez superposer vos triptyques, ils vont gonfler, ils vont pas être bien pleins. Bon, ben déjà, il faut savoir ce qu'est un triptyque, donc je vais aller voir sur le Google, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Voilà, bon, je suis tombé sur une page que je cite ici. Voilà, le triptyque, c'est ça, c'est un papier qui est plié. Et il y a différentes manières d'agencer ça. Donc, celui que j'ai mis au point là dans InDesign, c'est le triptyque qu'on voit là au centre, où il y a le panneau, un des panneaux extérieurs qui se rabat à l'intérieur. Vous connaissez tous ça, bien sûr. Donc c'est celui-là où le panneau intérieur doit être moins large, ne fût-ce que d'1 millimètre ou 2 mm, allez, par rapport aux autres panneaux. Sinon, quand vous les superposez tous, ils sont pas plats, c'est foireux. On va passer au triptyque 01. On va aller un peu mesurer ça sur les 2 pages recto-verso. C'est du recto-verso donc ça. Hein. On a 2 pages mais c'est du recto-verso. Alors pour mesurer, je vais prendre un bloc qui ne doit pas avoir de contour parce que l'épaisseur va perturber la mesure. Et je vais tracer sur un calque. Ben, déjà apparemment là c'est pas possible, donc je vais aller voir dans la palette des calques où est-ce qu'on en est dans les calques. Oui, c'est parce que je suis en train de travailler sur un calque qui est verrouillé. Bon, ben, je vais faire ça sur un nouveau calque. Voilà, je crée un nouveau calque dans la palette des calques. Et donc dans ce document triptyque 01, allons voir un peu la largeur des panneaux en traçant un bloc comme ceci. Vous pouvez lui mettre une couleur de fond si ça vous amuse, mais pas de couleur de contour, parce que la mesure va être perturbée sinon. Donc, quelle mesure ici? Au niveau de la largeur, on est à 100 mm. Ici, je le déplace. 100 mm aussi. Ici, je le déplace. Eh bien, vous voyez, celui-là est plus court. Le panneau de droite ici est celui qui est censé se rabattre au milieu du triptyque. Et si je mets mon rectangle de 100 mm, on voit que ça déborde. Je vais redimensionner le rectangle comme ceci. Et on voit qu'il est à 97. Et donc, on a bien une largeur de page A4. 100 plus 100 plus 97, ça fait 297, c'est une largeur de page A4. Donc il faut s'arranger pour positionner en fait les repères. Ben, celui-là à 100 mm de l'origine, celui-là à 200 de l'origine, et il me reste forcément 97 à droite du repère de droite. Tout ça est expliqué dans la vidéo si vous voulez aller plus loin, il y a les 2 vidéos qui sont là. Alors, ça, c'est le recto. Et puis, on a le verso. Et forcément, le panneau le moins large se retrouve à gauche, puisque c'est le verso de... Et il faut imaginer que vous êtes en train de retourner la page et le panneau le plus étroit se retrouve maintenant à gauche sur le verso. Donc, voilà mon rectangle de 97 ici. Si je le déplace au milieu, il va être trop court, puisqu'au milieu, c'est du 100. Voilà, il faut que j'agrandisse. Et je suis à 100.
Si je déplace celui-là à droite, je serai encore à 100. Bon, les documents que je vous fournis là, éventuellement, bon, ils n'ont pas été prévus pour ça, mais vous pouvez vous en servir comme document de départ, si vous voulez, pour faire des triptyques. Maintenant, en regardant les vidéos, vous allez savoir faire plein de variantes de triptyques différents formats. Je vais ouvrir le triptyque 02 ici. Au passage, vous voyez qu'il est indiqué ici « Converti ». C'est un document que j'ai fait dans une version avant CC 2015. Dès que vous ouvrez un document InDesign qui vient d'une ancienne version, ça peut parfois prendre un peu de temps. Et il est converti dans un format qui est celui de la nouvelle version de InDesign. Et forcément, quand vous allez l'enregistrer, il sera plus lisible dans l'ancienne version. Cette version est devenue une version CC 2015 alors que c'était sans doute du CC 2014. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a ajouté? Eh bien, si je zoome, je vois qu'il y a des traits de pliure qui ont été ajoutés. J'avais des repères qui m'indiquaient où ça allait être plié. Les repères ne s'impriment pas, bien sûr. Mais il a fallu que j'ajoute manuellement des traits de pliure. Ce n'est pas des traits de coupe, parce que ce n'est pas pour couper le papier à cet endroit-là, c'est pour le plier. Qui sont éloignés du bord de la page, bien sûr, parce que sinon, s'ils sont trop près, on voit sur le bord de la page des petits traits noirs qui débordent. C'est pas bon. Au niveau des calques, je vais déverrouiller ça. Traits de pliage, voilà, ils sont là en fait. Et la couleur de ces traits, c'est quoi? Ils sont de quelle couleur? Ah, c'est la question piège. Quelle couleur? Eh bien, ils sont de la couleur repérage. C'est une couleur spéciale qui sort sur toutes les plaques offset. Donc ce n'est pas du noir qui ne sortira que sur la plaque, qui sera que sur la plaque de l'encre noire. Donc c'est une couleur qu'on utilise uniquement pour faire des repères pour les imprimeurs, en dehors des pages. C'est une erreur habituelle de débutants d'utiliser ça pour faire des blocs noirs dans InDesign et c'est une horreur parce que toutes les encres se superposent à 100% sur le bloc noir. Ça fait 400% de charge d'encre sur le papier. Ça ne sèche pas. On ne doit pas dépasser les 300 à peu près. Quand on additionne les quantités, les pourcentages d'encre. Enfin, bon, voilà, c'est... Donc, les traits de pliure. Par contre, les traits de coupe du papier et les traits... oui, et les repères spéciaux de calage de la presse, tout ça, ça a été généré à l'exportation PDF avec les repères qu'on a déjà étudiés. Et c'est ce que vous voyez dans le PDF triptyque02.pdf. Vous voyez les traits qui ont été mis dans InDesign manuellement, les traits de pliure. Par contre, tout le reste, c'est généré par l'exportation PDF, les traits de coupe. Trait de coupe ici. Cible pour le calage de la presse, donc le bon positionnement des plaques sur la presse. Je reviens dans mon document InDesign. Vous voyez un truc bizarre ici. Il y a 3 cadres. Le cadre noir, c'est le bord de la page. Le cadre rouge, c'est le fond perdu. Ça va imprimer l'encre si on a des éléments en fond perdu, mais on n'en a pas ici. Si on en avait, même si je les mets au-delà, ils ne s'imprimeront que dans la zone des 3 mm là, parce qu'il n'y a pas besoin de faire plus. On perd déjà de l'encre en faisant ça, inutilement. Ça va, vous voyez le fond perdu, à quoi ça correspond, hein, de manière à obtenir à l'impression des images ou des fonds qui vont jusqu'au bord de la page. Ok, j'annule ça. Et l'autre cadre, c'est ce qu'on appelle la ligne bloc.
c'est quelque chose qui permet de mettre des éléments, notamment mettrés de pliure, de mettre des éléments en dehors de la page et de faire en sorte qu'ils s'impriment. Ça se règle dans le document, fichier, format de document, fond perdu et ligne bloc. Là, j'ai un fond perdu à 3 mm, c'est la valeur habituelle, et une ligne bloc à 10 mm. On voit que 1 cm autour de la page, il y a la zone de ligne bloc dans laquelle je peux mettre des éléments qui sortiront vraiment sur le papier à l'impression. C'est ça l'intérêt de la ligne bloc. C'est de pouvoir... parce que si je ne fais pas ça, au-delà des 3 mm du fond perdu, il n'y a rien qui s'imprime, même si je mets des éléments. Alors, je passe à la suite, je réponds à une question qui a été posée à propos de l'imposition. Mais oui, il faut essayer d'éluder un maximum. Non, mais l'imposition, pas la taxe, hein, l'imposition offset. Voilà. Donc, on en a sans doute déjà parlé, non? Ça vous rappelle rien, ça? Oui, hein. C'est donc le fait que quand on imprime un cahier en offset, c'est-à-dire plusieurs pages, un cahier, et les publications sont composées de plusieurs cahiers, eh bien, en réalité, on imprime sur une grande feuille qui comporte, par exemple, 8 pages. 8 pages. D'accord? On fait la différence entre les pages et les feuilles. 8 pages sur une grande feuille avec des fonds perdus. De l'autre côté, vous avez à nouveau 8 pages. Donc c'est un cahier 16 pages. Ça va jusqu'à 16. Et donc l'imposition, c'est l'art de positionner les pages tête bêche comme ça, de manière à ce que quand on a imprimé la feuille offset recto verso et qu'on la plie, qu'on la rogne, on obtient un cahier avec les pages dans le bon ordre, de 1 à 16. Vous ne devez pas prévoir ça dans le PDF, pas du tout. Vous fournissez à l'imprimeur un PDF avec les pages dans le bon ordre, et lui, avec un logiciel d'imposition, il doit transformer votre PDF en un fichier avec des points de trame. Et au passage, il va faire, si c'est un gros imprimeur, je ne parle pas de la taille de son ventre, hein, je parle de son volume d'impression, il va faire ça sur sa presse, il va imprimer plusieurs pages l'une à côté de l'autre. Si c'est un petit imprimeur de village, il y a une presse qui imprime une page A4 à la fois. Donc il va imprimer quelques centaines de pages A4 recto, puis il va les faire repasser dans sa presse dans l'autre sens pour faire le verso. C'est un peu du bricolage. On parle ici de presse offset qui sont capables d'imprimer des grandes pages taille poster comme ça. Et c'est une des manières de faire l'imposition. Il y en a d'autres. Vous allez trouver ça. Alors, on vous parle aussi des logiciels pour faire l'imposition, mais ça c'est pour les spécialistes donc de l'impression. Alors, il se trouve que vous pouvez vous-même faire l'imposition malgré tout, mais pas pour la mettre dans un PDF. Mais pour imprimer. Imprimer en imposition, c'est possible, de manière à faire une petite maquette du magazine. Et ça, c'est la fonction fichier, imprimer le cahier dans InDesign. Donc, si vous allez ouvrir un document qu'on a mis au point, notamment les objets ancrés, celui-là, c'est un PDF idiot. Celui-là. Voilà. C'est une question qu'on pose souvent. Comment je fais l'imposition? Comment je positionne les gens n'utilisent pas le terme imposition, mais comment je positionne les pages les unes par rapport aux autres de manière à ce que quand c'est imprimé et qu'on plie et qu'on coupe, ce soit dans le bon ordre. Vous n'avez pas à vous occuper de ça en fait. Vous fournissez un PDF avec les pages dans le bon ordre, tout simplement. Mais vous avez la fonction fichier
imprimer le cahier qui vous permet de faire une petite maquette éventuellement réduite parce que tout le monde n'a pas une imprimante grand format chez soi. Une impression réduite de votre publication avec déjà l'imposition qui est faite. Par exemple ici, si je passe en aperçu sur ce document, je vois que j'ai la page 27 qui sera imprimée à côté de la 1. La 5 à côté de la 26. La 25 à côté de la 6, etc. Voilà, et vous faites une impression réduite éventuellement et vous allez pouvoir couper et faire une petite maquette de votre magazine si ça vous amuse pour avoir ça sous forme papier. Voire même taille réelle si vous avez une imprimante grand format comme un traceur.